Donc, l'idée, c'est évidemment, comme pour tout le monde, de faire travailler ensemble des spécialistes de zones différentes et de parties différentes des sciences, que ce soit sciences humaines d'ailleurs, et en ce qui me concerne, sciences de la vie de la Terre, médecine, santé publique, etc. Sachant que j'ai déjà travaillé sur deux années de suite une formation de gestion des risques pluriels à l'INALCO, avec des spécialistes justement de ces domaines-là. Et donc c'est à partir de cette expérience-là que j'ai obtenu l'accord de certains d'entre eux pour essayer de creuser un terrain particulier du coup. Donc l'idée c'est d'essayer d'élaborer une méthodologie de prévention et de gestion des crises, alors sachant que ça existe dans beaucoup d'endroits, on réfléchit beaucoup sur la gestion des crises, etc. Alors c'est pas vraiment au Kazakhstan qu'on réfléchit le plus, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en choisissant ce pays, sachant que, juste en introduction, c'est un pays ex-soviétique où on n'aime pas parler des choses négatives et on considère que parler des choses à l'avance, les catastrophes, ça porte malheur déjà à la base. Donc c'est pas facile, bien qu'il y ait un ministère des situations d'urgence. Et qu'à ce ministère des situations d'urgence, j'ai réussi à faire parvenir une question, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné une réponse sur qu'avez-vous fait pour vous préparer au prochain tremblement de terre à Almaty, le précédent ayant eu lieu en 1913 et en ayant l'idée qu'il y en a un tous les 100 ans, parce que c'est à peu près comme ça que ça se passe dans cette région. Donc il avait détruit toute la ville. Et la réponse a été absolument sidérante, mais d'une efficacité remarquable, puisqu'on m'a dit il y a dans les collines d'Almaty un endroit qui a été prévu pour enterrer 300 000 personnes. Voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, oulala, avec mon séminaire de gestion des crises, je ne sais pas si je vais avoir grand-chose à dire. Voilà. Donc c'est une vision extrêmement pragmatique des choses, un peu cynique, disons, parce que ce qu'on fait des survivants aussi, il y a quand même, tout le monde ne va pas mourir, il y a 2 millions d'habitants, donc bon. Bref, donc du coup, effectivement, je n'ai pas mis dans mes slides tout le côté, parce que j'en suis pas encore là, mais le côté comment fait-on pour arriver sur le terrain avec un projet comme ça. Donc j'ai une carte en main, puisque je connais quelqu'un que j'ai mis dans mon projet qui connaît le maire de la ville, sans lequel c'est même pas la peine d'imaginer en rêve qu'on va mettre le pied à Aktau pour faire un projet comme ça. On est bien d'accord, donc il y a plein de problèmes avant de commencer la recherche. J'aime bien un peu les défis, je suis spécialiste d'Asie centrale du Kazakhstan, bon, ça fait plus de 30 ans que je m'occupe de ce pays, de cette zone, donc évidemment, pas sur des questions comme ça, mais enfin, je sais que c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, le but est d'élaborer une méthodologie, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Autant vous dire que c'est de la vraie recherche pour le coup. Sachant que on a déjà une crise sociale, elle y est déjà. La crise interethnique, elle y est, mais je dirais au moment venu de quoi il relève. La crise environnementale, elle y est aussi. La crise économique aussi. La crise sanitaire, là, on se pose des questions parce qu'on n'a pas toutes les infos, tout est opaque, tous les chiffres sont opaques. Donc, enfin bon, toutes les crises, avant même de travailler sur le risque qui peut donner des crises, les crises, elles sont déjà là. Donc, on peut même faire l'économie de faire l'anatomie des risques. On est, à mon avis, déjà dans la crise, et dans les crises multiples. Donc, et multiples, et pour le choix de mon lieu de recherche, concomitantes. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, toutes les équipes du monde vont sur un lieu, sur un lieu de catastrophe, il y a un tremblement de terre, il y a une coulée de boue, etc. Mais on en voit déjà qui sont préparés à une crise, et en fait, quand il y a tout qui se met ensemble, on l'a bien vu pour le Japon, la réponse, elle n'est pas extraordinaire. On n'est pas hyper préparé à ça, et donc c'est un peu l'idée. Donc, localisation de l'étude, donc l'ouest du Kazakhstan, la région de Mangistau, la ville d'Aktau, je vais vous montrer ça tout de suite, où ça se situe. Donc ici, la mer Caspienne, Aktau, la région de Mangistau qui correspond à ce que les géographes appelaient le golfe de Mangishlak, en russe ça s'appelait comme ça a repris son nom kazakh, Mangistau.
Et donc ça fait partie des régions du Kazakhstan, et c'est une région très importante pour l'économie du Kazakhstan, et sachant que le pétrole est une des multiples denrées produites par ce pays, mais avec tout ce que ça comporte aujourd'hui, le prix du baril effondré, enfin tout ce qui... Donc la région en elle-même est intéressante parce que, comme vous le voyez, elle est loin de la capitale, qui est notée Akmola sur cette vieille carte du ministère des Affaires étrangères français. C'est Astana, bien entendu, maintenant. Donc, qui dit loin, il y a il y a 1500 km à peu près, 1800 km de distance, c'est beaucoup, quand même, parce que les distances dans la steppe, c'est pas les mêmes distances qu'en Europe, mais n'empêche que ça veut dire que les élites du pétrole ne sont pas les élites qui habitent à Astana. Donc déjà, on peut voir se profiler toute une série de problèmes en sorte de poupées russes qu'il va falloir décortiquer, mettre à leur place, mettre dans un cadre, enfin bon, voilà. Alors, pourquoi le Kazakhstan ? C'est un pays qui a émergé de la dislocation de l'URSS, et c'est le pays qui se dit et se veut et que l'on voit promu au plus grand avenir par rapport à ses voisins d'Asie centrale. Bon. 5 fois la France, 17 millions d'habitants, donc 17 millions d'habitants, c'est la moitié de Shanghai. Donc avec comme voisins la Russie au nord et la Chine à l'ouest et les pays d'Asie centrale au sud. Un sud très douloureux pour eux parce que ça leur amène beaucoup de problèmes. Pourquoi la région ouest ? Parce que justement personne ne s'en occupe, même pas Astana tellement, puisqu'on va voir que le pouvoir central a laissé s'envenimer une protestation sociale liée au pétrole. Donc si les Kazakhs eux-mêmes s'en occupent pas tant que ça, alors nous, qu'en est-il des chercheurs occidentaux ? Pourquoi Aptao, c'est une grande ville, c'est un port, et vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut pour un théâtre de crise multiple. Donc un véritable laboratoire d'analyse pluridisciplinaire, de crise potentielle, avec les risques qui sont en amont, politique, économique, sociale, nucléaire, car nous avons à l'intérieur de la ville d'Aktau une super usine de désalinisation de la mer Caspienne. Car figurez-vous que les soviétiques ont quand même mis Aktau dans un endroit où il n'y avait pas d'eau potable. Donc c'est quand même intéressant. Donc ils ont mis l'usine nucléaire à côté, qui a été arrêtée entre-temps, mais il y a quand même pas mal de risques, sachant que, contrairement à la mer d'Aral qui baisse, la mer Caspienne, elle monte. Donc on a l'usine pied dans l'eau, là, carrément. Bon. Risque environnemental lié à... Je ne parle même pas de l'usine, de la centrale nucléaire, mais simplement, il y a en plus de ça, à proximité de la ville, une usine d'extraction d'uranium, et évidemment toute l'extraction du pétrole qui se fait offshore et dans le secteur, ce qui fait que le risque sanitaire, personne n'en parle, mais pour autant, il n'est pas absent du tout. Donc, je vous ai mis une carte, donc elle est en russe, mais c'est pas grave, mais les triangles rouges, rouge ou pas rouge d'ailleurs, les triangles tout court, c'est le pétrole. Donc, c'est vraiment là le pétrole kazakh, sachant que tout le reste de ce que l'on voit, c'est... comme disent les Kazakhs très fièrement, c'est la totalité du tableau des éléments de Mendeleïev dans le sous-sol. Donc, ils peuvent exploiter tout, même les métaux rares, même... premier producteur d'uranium du monde, le Kazakhstan. Donc, en matière de pétrole, les réserves sont importantes. Oui, très très importantes. Je dis quelques choses là-dessus. Alors, par contre, je vous montre, notre ministère édite toujours donc le ministère des Affaires étrangères, des cartes des zones à éviter. Donc, vous voyez, c'est très strictement ici. Donc, moi, je suis allée là-bas justement pour passer 2 semaines pour essayer d'en savoir plus sur le polygone de tir de Semipalatinsk, qui est à 300 km de la ville, sur une zone où il n'y a pas le nom de la ville, il n'y a pas de carte qui indique où c'est, enfin, etc. Donc j'ai eu un peu d'informations là-dessus, et j'ai demandé à ma collègue spécialiste de radiation si en y allant 15 jours, je ne prenais pas de risque. Elle m'a dit non, 15 jours, ça va. Mais bon, le fait est que là-bas... ils vous disent qu'ils ont les meilleures pommes, la meilleure eau, le meilleur lait, etc. Mais
il raconte aussi que les jeunes qui sont nés là-bas il y avait une ville à côté du polygone pour que les ouvriers puissent travailler, et que quand ils faisaient les essais nucléaires souterrains, je ne parle même pas de ceux qui étaient à l'air libre, mais les souterrains, c'était annoncé à la radio, de façon à ce que les gens dans la maison tiennent leur vase en cristal à cause de la secousse. Donc, bonjour les radiations, et voilà. Donc, effectivement, c'est une zone... donc, partout ailleurs, on peut aller, il n'y a pas de problème. Donc, c'est formellement déconseillé et vigilance renforcée. Donc, on y va avec vigilance renforcée. Il n'y a aucune vigilance normale, vous avez noté. Donc, on prend un risque terrible. Bon. Alors, données régionales. La région, donc, à peu près 373 000 habitants, 165 000 km², 5 districts, 2 villes importantes, Aktau et Jannhausen. Donc, Jannhausen, si vous avez un peu entendu les infos en 2011, il s'est passé des événements dans cette ville-là précisément. Aktau, qui s'appelait Shevchenko, donc 596 000 habitants, 70% de Kazakhs, 20% de Russes en 2012. Donc c'est des données assez récentes. Les Russes qui restent, c'est des pétroliers. Densité donc très très faible. Le port a été créé en 1963 pour le transport du pétrole et de l'uranium. Donc centrale atomique de désalinisation et la plus grande carrière d'uranium à ciel ouvert du monde. Voilà la vue du port. Sans eau potable, donc. Je crois que ça n'existe pas, un truc pareil. Je crois que c'est un défi absolu, déjà, en lui-même, le lieu. Bon. En amont des crises, alors, effectivement, il va falloir s'intéresser à la situation sociale et environnementale, et je ne parle même pas de la situation économique, mais toutes ces situations vont être étudiées. Donc, avec l'idée que l'hypothèse des crises concomitantes doit être maintenant mise en place parce que les crises fractionnées qui arrivent les unes après les autres, c'est vraiment dépassé comme approche. Donc, c'est l'hypothèse de base de ce travail. Donc, la ville d'Aktau est une pure création soviétique, il n'y avait rien avant. C'est pas le petit village ou le petit port turkmène qui aurait pu être là, ou avec des Kazakhs, etc. Non. Donc, 36 quartiers de type HLM, sans nom de rue, sans véritablement de rue. Donc, comme je m'intéresse aussi beaucoup à l'urbanisme, à l'architecture soviétique et post-soviétique, là, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de signature totalitaire en quelque sorte. On ne sait pas où on habite, quoi. En gros. C'est incroyable. Donc, je ne m'en suis même pas rendu compte en y allant. Donc, il faut que j'y retourne, parce que quand on y va, on ne voit pas tout. On ne voit même rien, en fait, de ce qu'on travaille après quand on est rentré, etc. Donc, c'est un défi même, c'est un défi pour la pensée sur l'urbanisme, enfin, ça défie tout, quoi. Donc, effectivement, à partir de là, on peut ouvrir toutes les boîtes de Pandore sur les crises multiples. La dépression sociale, le mal de vivre, enfin, tout, je veux dire, psychologie, j'ai fait entrer un psychologue des catastrophes, mais il y a des psychologues tout court. Pas besoin de... Donc, les États post-soviétiques pluriethniques, pluriconfessionnels, à tendance ultranationaliste, ça c'est valable pour tout le monde, y compris les voisins du Kazakhstan, sont soumis à des fortes inégalités sociales. C'est sûr que depuis 24 ans, un système qui, bien sûr, comportait des élites, mais ce que faisaient les élites, c'était moins visible pour le reste de la population. Ils allaient faire des voyages à l'étranger, mais ça ne se voyait pas. Ils avaient des choses très, très riches dans leurs appartements, mais ça ne se voyait pas. Maintenant, tout se voit. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Justement, dépression sociale, ça revient aussi à cette mise en visibilité des disparités de richesse. Donc, il faut trouver une grille d'analyse pour... Alors, effectivement, même les critères de pauvreté et les critères des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, enfin, tous les critères ne sont pas assez pertinents, ils ne sont pas assez nombreux.
Donc, si on prend les critères d'éducation, à la fin du système soviétique, même les gens très pauvres avaient été à l'école. Donc, le taux d'alphabétisation était très élevé. Maintenant, c'est tombé, mais bon. Donc, c'est compliqué. Il faut en réalité ajouter des critères. Et c'est un travail assez complexe. Donc, il faut aussi dissocier ce qui relève de l'héritage soviétique. Alors, pour Akhtau, ça va, c'est assez simple, parce que et ce qui est induit par l'indépendance du pays. Donc, effectivement, l'induit par l'indépendance du pays et l'ouverture à la mondialisation, c'est tout de suite visible dans le pétrole, c'est les hôtels 5 étoiles, et c'est les très riches, les acteurs du pétrole étrangers qui utilisent Akhtau pour se reposer, faire la grande vie, et se créer une espèce de vie complètement chimérique à côté des autres. Ce qui ne va pas arranger les choses non plus. Donc, je vous dis, c'est un théâtre incroyable, cet endroit. Bon. Donc, la ville d'Akhtau est le seul port du Kazakhstan. Donc, effectivement, on n'oublie pas que l'Asie centrale, c'est le cœur de l'Eurasie, c'est les pays les plus enclavés du monde. L'Ouzbékistan, c'est le pays le plus enclavé du monde, doublement enclavé. Il est entouré de pays qui n'ont pas accès à la mer, donc il faut traverser 2 pays. Bon, le Kazakhstan, il est ouvert sur la mer Caspienne, mais comme c'est une mer fermée, c'est un lac en fait. Il est aussi très enclavé et les ports internationaux de ces pays, c'est sur la mer Baltique ou au Pakistan, hein, les ports les plus proches. Donc Akhtau va avoir une importance, mais évidemment à l'époque soviétique, ça va vers le Caucase, ça va vers la Russie, bien entendu, et ça pourrait aller vers l'Iran, mais encore faut-il qu'il y ait des relations. Quand les relations vont se développer, oui, et aujourd'hui, il y a des relations économiques, il y a des échanges de pétrole quand c'est possible, des barters de pétrole, etc., avec l'Iran, mais c'est un peu limité quand même, ce port d'Akhtau. Par contre, les complexes industriels, certes, mais comme ils étaient en état de délabrement avancé à la fin de la période soviétique, ils sont systématiquement rachetés par des Chinois. Et quand les Chinois arrivent, ils font évidemment un business plan d'attaque, et là, ils s'aperçoivent qu'il y a un nombre absolument hallucinant d'ouvriers, et ils licencient un nombre absolument faramineux de personnes en même temps. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc, une augmentation du chômage déjà extrêmement forte à la fin de l'URSS, et encore plus aggravée dans toutes les entreprises pétrolières, du fait que ce soit des étrangers qui arrivent avec des idées de management qui sont plus du tout les mêmes que les idées d'avant. Donc, pour ce qui est de l'atomique, le réacteur est stoppé, mais pour le stopper vraiment, il faut 50 ans. Et entre-temps, comment ça va se gérer, quels sont les problèmes, on n'en sait rien du tout. Il y a une nouvelle unité qui est créée. On n'en sait pas grand-chose, mais là aussi, il faut essayer de trouver des infos là-dessus. C'est pas gagné, mais ça doit pouvoir se faire, surtout en demandant à la collègue qui travaille en France sur ces questions-là. En plus, il se trouve qu'elle est d'origine russe d'Ouzbékistan, mais qu'elle est venue en France très, très, très jeune, en fait. Et elle est totalement spécialisée dans cette question des rayonnements atomiques, des rayons ionisants. Et je pense j'essaierai de voir si elle peut avoir un accès, en tant que spécialiste, à des informations là-dessus. Parce que sinon, les autres, c'est même pas la peine. Il faut savoir qu'on ne peut pas avoir accès à toutes les infos. C'est aussi ça qui est compliqué. Donc, le renouveau économique, il existe, certes, quand même. Donc, des nouveaux bâtiments qui se construisent, etc., grâce au pétrole et à l'uranium, bien entendu. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a, à l'intérieur de la ville, un fractionnement social extrêmement fort, un peu comme à Almaty ou Astana, cette ville. Disons, dans les villes habituelles, des villes... les villes de province au Kazakhstan, on ne voit jamais des disparités aussi grandes. Par exemple, à Semey où je suis allée, il y avait des quartiers riches, des gens avec des belles voitures, etc., mais il n'y avait pas une disparité aussi forte que là, où on voit des gens qui vivent dans des véritables petits châteaux, des étrangers qui sont avec des moyens faramineux, et le reste de la population qui est extrêmement tendue, sachant que tous les produits de première nécessité dans cette région-là valent plus cher que dans le reste du Kazakhstan, parce qu'il faut tous les amener. Ils viennent tous d'ailleurs, donc tout est le pain, tout, rien n'est produit sur place.
Donc les gens pauvres sont encore plus pauvres. Alors, en même temps, c'est vrai que toute cette activité, ça fait vivre les gens aussi. Donc il ne faut pas non plus... Donc il y a la vie qui se fait quand même, mais beaucoup de chômage, beaucoup de tensions interethniques sur fond de crise économique et sociale. Il faut savoir qu'en gros, personne n'est payé pareil. Donc le droit du travail, ça n'existe pas, on oublie ça. Ils vont faire la grève, on va le voir, ils vont se mettre en grève, mais le droit de grève n'existe pas. Donc, et d'ailleurs, pendant ce qui va se passer pour aboutir aux événements de 2011, dans cette région, aux événements sociaux, c'est que le pouvoir central va mettre un mouchoir dessus, il va ne pas s'occuper de ce qui se passe, on ne le voit pas, on fait l'autruche, et comme ça, voilà. Jusqu'au moment où ça éclate. C'est pas vraiment de la gestion de crise en amont. Hein. Bon. Parce que ça aurait pu être tout à fait... ça aurait pu être décelé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens dans l'entourage de la présidence qui n'aient pas alerté là-dessus. Hein. Il y a des jeunes tout à fait compétents parmi les conseillers dans tous les ministères et ils ont tout à fait pu dire il va y avoir un problème. Et on leur a dit on n'en parle pas, c'est pas un sujet. Donc, des conflits, il y en a depuis longtemps. Donc, les décennies de 2000, il y a des conflits interethniques. On n'en entend pas souvent parler, c'est sûr, mais il y a quand même des conflits avec des morts, entre Kazakhs et Turcs, par exemple. Donc, des Turcs qui viennent de Turquie, qui sont mieux payés parce qu'ils sont étrangers, et qui se la jouent comme ça devant les ouvriers kazakhs. Bon, il y a aussi autre chose, c'est les Kazakhs soviétiques, locaux, qui sont moins payés que les Kazakhs qui viennent de l'extérieur, de Chine, de Turquie, et qui sont revenus à la faveur de l'indépendance, qui ne parlent pas russe, qui sont complètement différents, et chacun revendiquant les vrais Kazakhs. Nous, on est les vrais Kazakhs, eux sont les vrais Kazakhs. Et bizarrement, ils ont beau être tous Kazakhs, donc on ne peut pas dire que c'est interethnique. Je l'ai mis là-dedans, l'interethnique, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, un conflit comme ça. Ce sont des conflits économiques, mais bon... et qui s'accrochent sur une identité qui n'est pas la même, le conflit identitaire. Alors le pétrole, alors, pour répondre à votre question, 3% des réserves mondiales sont au Kazakhstan. Donc c'est beaucoup. Et le dernier gisement qui a été découvert il y a longtemps déjà, à l'époque soviétique, en 80, mais qui n'a pas été exploité vraiment à cette époque-là, est le plus grand gisement découvert au monde depuis 80, de ces dernières décennies. Par contre, il faut énormément d'investissements pour sortir du pétrole de cet endroit-là. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est donc un gisement qui est offshore dans la mer Caspienne, pas très loin des côtes, mais dans une zone où la mer est extrêmement peu profonde et le pétrole est par contre, lui, très profond. Donc il faut forer très... Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je ne suis vraiment pas qualifiée, mais j'ai été souvent à des conférences là-dessus. Donc les investissements prévus sont 3 fois plus que ce qui était prévu. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que le champ qui avait été ouvert a été fermé, donc il n'est plus exploité. Donc tous ceux qui ont investi Total, etc., visiblement, il y a des raisons, alors il y a des raisons officielles, environnementales, techniques, etc., qui ont fait que le champ a été fermé, mais en même temps, il y a autre chose, d'après ce qu'on peut comprendre en croisant les informations, c'est que personne pour l'instant n'a intérêt à sortir tout ce pétrole, surtout avec un prix de pétrole tellement effondré. Donc il est là où il y est, et puis le champ est fermé. Bon. Donc c'est un peu hallucinant de voir des investissements pareils en attente. Pour l'instant, rien du tout. Donc je vous ai mis les différents opérateurs de ce champ pétrolier de Kashagan. Donc ils sont très nombreux, hein. ExxonMobil, Eni, les Italiens, Shell, Total, ConocoPhillips, etc. Il y a les Chinois, etc. Donc on essaye de se partager le gâteau, mais il y a quand même ceux qui ont 18,52% des parts, c'est pas mal. Et donc, effectivement, il y a quand même une idée aussi qui traîne au Kazakhstan qu'il y a trop d'opérateurs étrangers et qu'ils sont en train de nous prendre toutes nos réserves. Alors le fait que le champ soit fermé, il y a aussi... voilà. Pour tout dire, on ne peut pas trop... il faudrait interroger des pétroliers pour... Et après, c'est même pas sûr qu'ils vous diraient exactement ce qui se passe, mais bon. Donc,
ce qui est sûr, c'est qu'il y a une présomption très forte de très très grandes réserves pétrolières dans cet endroit-là. Mais bon, pour l'instant, avec un baril aussi bas, ça n'a aucun intérêt de le sortir. Par contre, ce qui est sûr et ce qui est visible, c'est que la part des compagnies chinoises dans le secteur pétrolier kazakh atteint 40%. Donc là, il ferait bien de effectivement, qui représentera la moitié de la production de pétrole de ce pays. Alors en même temps, c'est un site russe qui rapporte ça, donc c'est comme toujours dans ces pays, toutes les informations et tous les chiffres sont compliqués à vérifier. Donc, il y a aussi un problème de très forte sinophobie au Kazakhstan, donc il ne faut pas que ça soit trop visible. Il ne faut pas trop le dire non plus. Il y a eu un problème avec des locations de terre en 2011, et de location de terre kazakh à des Chinois qui n'avaient pas assez de terre pour travailler la terre, et à un moment donné, ça a créé des tensions très fortes, et il y a eu un mécontentement très important. La chose intéressante, c'est que visiblement, le pétrole sorti par les compagnies chinoises ne va pas en Chine, bien qu'il y ait des oléoducs qui soient déjà construits pour ça. Ils préfèrent les vendre vers l'Europe, et probablement, je ne sais pas, mais part grise dans les exportations. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce qui se dit dans ce secteur. Alors le pétrole, l'exploitation pétrolière, donc c'est la clé de la success story du Kazakhstan depuis 20 ans, bien qu'il y ait il y a quand même un certain nombre de problèmes, notamment aux États-Unis, il y a le fameux Kazakh Gate, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails. Ça ne concerne pas la population et les crises sociales. Ça concerne le management du pays. Bon, ce n'est pas notre sujet. Mais ce n'est pas un sujet neutre, le pétrole. Et en même temps, les Kazakhs sont tout à fait au courant du fait qu'il ne faut pas qu'ils basent leur richesse uniquement sur le pétrole, parce que sinon, la preuve, il va arriver ce qui arrive là. Bon. Donc ils essayent de diversifier. Bon, néanmoins, les zones d'extraction pétrolière du pays, donc la région ouest, est devenue une zone j'appelle ça bombe sociale à retardement, mais elle a déjà explosé en 2011, donc, et ça entache un peu l'image d'un pays stable, où il ne se passe rien du côté économique, social, etc. Donc, le contexte social se dégrade en effet, car à mesure que les gens sont de plus en plus riches, ils construisent des maisons, par exemple, luxueuses dans les banlieues privilégiées de la ville, mais par contre, ça ne leur vient pas à l'idée d'arranger la voirie, par exemple, pour accéder à leur maison. Donc, du coup, on a quand même des services de base, des services urbains qui se dégradent, effectivement. La détérioration de la voirie, le réseau de transport, quand il existe, c'est déjà une chance. L'eau potable, ça devient très très difficile d'accéder à l'eau potable. Et quand on passe au problème des conditions de travail, non seulement il y a beaucoup de dangers sur les chantiers, il y a énormément d'accidents du travail. À chaque fois que je vais au Kazakhstan, en parlant comme ça aux gens, j'apprends un deuil dans une famille dû à un accident sur un chantier. Donc ça paraît vraiment... les consignes de sécurité sont pas vraiment respectées, et des chantiers de construction tournent 24 heures sur 24 avec des lumières, des spots, les gens travaillent la nuit, se relèvent. Enfin bon. Donc, et les licenciements sont massifs. Et donc là, je vous ai mis le chiffre que j'ai trouvé en 2013, de 20 000 personnes dans la région au chômage. Et d'un seul coup, on peut licencier 2 000 personnes d'un seul coup dans une même entreprise, sans plan de reconversion, sans rien. Ils sont juste remerciés, ils partent, ils sont dans la rue à partir de là. C'est pour ça donc qu'en mars 2011 va se cristalliser un conflit social dans une usine de Janaozen, la petite ville qui est à côté de Aktau, où un entrepreneur chinois va licencier 2000 ouvriers. Et on est en mars, et avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tout va se déclencher en novembre, mais vous voyez, ça va mariner. Les
l'autorité centrale ne s'occupe pas des grévistes. Il va y avoir quand même un envoyé de l'Union européenne, d'un syndicat, qui va venir les voir pour les soutenir, donc ça fait un petit peu de bruit quand même, mais sinon sur place rien du tout. Et par contre le 16 décembre 2011, c'est l'anniversaire des 10 ans d'indépendance. Et donc visiblement le maire de la ville de Janaozen ne se préoccupe pas de ces grévistes qui venaient sur la place centrale tous les jours pour manifester leur mécontentement, ou en tout cas signifier leur mécontentement. Ils ne parlaient pas spécifiquement, mais ils étaient là. Et là, c'est sur cette place que sont dressés les chapiteaux, enfin l'estrade pour faire pour faire la fête de l'indépendance. Et là, donc, on va avoir sur YouTube, on va avoir des morceaux qui ont été filmés par des badauds qui sont là avec leur téléphone portable. Je n'ai pas pu vous les mettre parce qu'en fait, ils ont été retirés pratiquement 3-4 jours après de YouTube, et où on voit la situation qui se dégrade. On va y revenir tout de suite. Et avant d'arriver au moment où il y a une altercation directe avec la police, pendant ces mois qui ont donc précédé les événements eux-mêmes, il y a eu donc la venue d'un représentant de l'Union européenne. Il y a eu un chanteur, Sting, qui a refusé de venir au prétexte qu'il y avait un mouvement social très grave chez les ouvriers du pétrole. Donc je ne sais pas comment il avait eu l'info, pourquoi il n'est pas venu. Et donc l'eurodéputé Paul Murphy sera au Kazakhstan mi-juillet 2011. Réaction du ministre des Affaires étrangères kazakh, ingérence dans les affaires intérieures de son pays. 15 juin 2011, une manifestation de solidarité avec les pétroliers grévistes est organisée à Moscou, devant l'ambassade du Kazakhstan, par le mouvement socialiste en fait, et un syndicat, ODAK. Des syndicats et partis russes qui font parvenir à l'ambassade du Kazakhstan une requête exigeant l'arrêt des répressions à l'égard des pétroliers, l'abandon des pratiques discriminatoires à l'égard des employés kazakhstanais et la réintégration de tous les licenciés. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a rien fait comme effet. Donc le 16 décembre, les autorités organisent les festivités. Là, en fait, les badauds sont là, les grévistes sont là, puis tout d'un coup, on voit un débordement, on voit c'est pas des policiers, mais c'est des gens en survêtement et avec des matraques qui investissent, qui rentrent complètement dans la foule, et là, ça dégénère complètement. 16 civils tués, donc il n'y a aucune possibilité de gérer une émeute urbaine au Kazakhstan, dans ces pays. Il n'y a pas d'expérience pacifique de la gestion des foules en colère, et donc c'est tout de suite des tués, donc des arrestations, des procès qui vont durer pendant des mois et des mois. Donc la ville, effectivement, elle-même était très touchée par le chômage, la ville de Janaozen, avec 40% des habitants disant que leur revenu est juste suffisant pour payer l'électricité, le gaz et la nourriture. Et encore 22% des personnes interrogées disent que ça ne suffit que pour la nourriture, même pas pour les services. Et dans la même étude, 32% des interviewés estiment que les problèmes sociaux de la région sont la cause de la montée de l'extrémisme religieux. Car nous allons y ajouter en plus, parce que évidemment, il n'y a pas que les problèmes sociaux tout court et les tensions interethniques, évidemment. Il va y avoir, je vais vous donner la liste, de plusieurs militants islamistes opérationnels qui vont être carrément soit vont préparer des opérations sur place et en déclencher un certain nombre. Il y en a qui sont capturés, tués au Daghestan, en Tchétchénie pendant cette période-là, et qui sont des Kazakhs qui auraient été entraînés dans les environs de Janaozen. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lieu, c'est un lieu de concentration de ce problème-là qui est plutôt réservé aux pays comme le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.
Donc ça veut dire qu'il y a une remontée de cette problématique qui passe la frontière et qui arrive, y compris dans cette zone pétrolière. Donc ces événements de Jannhausen ont gâché la grande fête de l'indépendance, un choc dans tout le pays. Et 2 jours plus tard, il y a même eu une manifestation dans la grande ville d'Actao voisine, et une manifestation contenue par la police. Là, cette fois-ci, ça n'a pas dégénéré, mais les gens sont sortis. À l'étranger, même aux États-Unis, on a eu des Kazakhs américains qui ont dit arrêtez de tuer notre peuple. Et entre-temps, donc pour illustrer cette montée de l'islamisme armé liée aux luttes sociales et au pétrole, il y a eu entre février et l'automne et octobre 2011 toute une série d'attentats, une dizaine d'attentats quand même, et autres actes violents, qui ont tous visé soit des policiers, soit des représentants du KNB, c'est le nouveau KGB, disons, donc les forces de sécurité, et qui ont tous été perpétrés par des Kazakhs. C'est même pas des Tchétchènes ou je sais pas quoi, comme on peut en trouver dans d'autres pays. Là, c'est vraiment des Kazakhs. Et au début, donc, le pouvoir a dit que c'était pas des islamistes, c'était des mafieux, c'était de la corruption, un règlement de compte entre mafieux, etc. Donc, toujours essayer de minimiser le plus possible le problème tel qu'il est. Donc, c'est pas. Du coup, vous comprenez à quel point ça va pas être facile de parler franc et de parler de ça. Mais bon. Deux bombes explosent à Tirao, c'est une autre capitale pétrolière, un petit peu plus haut que Actao. Et là aussi, c'est un Russe converti qui aurait été l'inspirateur des soldats du califat avec une cellule à Tirao, etc. etc. Les survivants de cet attentat du 31 octobre 2011 ont proclamé leur soutien aux grévistes de Mangistau. Mangistau est une autre ville pétrolière, et sur le forum Al-Qaïda Forum, ainsi que la poursuite de son combat contre les lois injustes du Kazakhstan. Donc on est sur des positions connues ailleurs. Donc un an après, quel constat ? Au début de l'année 2012, la situation est calme à Jannhausen, ça c'est sûr. Plus d'une centaine de personnes sont encore incarcérées. Interdit de manifester pour les morts qui ont eu lieu l'année d'avant. On considère que le véritable bilan de la tragédie pourrait... parce que le chiffre est un chiffre bas, 16 morts. Donc, on n'a pas encore le véritable bilan, mais le véritable bilan est en tout cas tenu secret pour ne pas exciter l'hostilité plus grande envers le pouvoir central. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des risques absolument évidents de nouveaux attentats. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. La situation s'empire. Et que de nouvelles grèves éclatent, puisque la situation est absolument la même, surtout avec un affaissement économique, comme c'est le cas en ce moment dans toute la région. Donc, et déjà en 2012, avant même qu'on arrive à aujourd'hui, il y avait une autre entreprise où 200 employés voulaient une augmentation de salaire de 40%. Donc c'est juste un exemple comme ça. Alors, j'essaye de faire 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Donc 2 ans après ces événements, nous avons vu pour la première fois dans l'édition au Kazakhstan un manuel qui s'appelle « Les règles de survie en cas de terrorisme urbain ». Manuel pour les habitants des grandes villes. Et le pitch, c'est « Nous sommes entrés dans la 3e guerre mondiale ». Pardon, on ne voit pas. J'ai une image qui est... les principales pertes ne sont pas des soldats, mais des civils qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Et alors après, j'ai traduit la table des matières, anatomie du terrorisme, pourquoi ce manuel, pour qui, qu'est-ce que le terrorisme urbain, qu'est-ce que n'est pas le terrorisme. Effectivement, il y a des questions que tout le monde ne se pose pas. Quelles sont les organisations terroristes? Qui sont les terroristes solitaires? Le portrait psychologique du terroriste? Qui sont les kamikazes? Qu'est-ce qu'un acte terroriste et comment se produit-il? Quelle est l'importance de la menace à Almaty et dans les autres villes du Kazakhstan? Et puis après, il y avait des tas d'explications en annexe sur les noms des principaux partis islamistes. On explique qui c'est, Hizb ut-Tahrir, etc., tous les partis.
Donc j'ai trouvé que c'était quand même... là, c'est une sorte de prévention du risque qui est... je ne sais pas qui va acheter ça, le tirage n'est pas très fort, mais enfin... Qui l'a écrit, alors je l'ai découvert en préparant mon... donc je ne l'ai pas vu, je l'ai trouvé comme ça. Donc ça s'appelle c'est une rareté éditoriale qu'il va falloir essayer de récupérer. Je vous en dirai plus pour l'instant. Peut-être qu'on peut l'acheter par internet parce qu'on peut faire un certain nombre de choses maintenant. Ça va. 3 ans après, donc il y a, j'ai trouvé donc en essayant d'avoir des informations plus récentes, Astana attaque un consortium pétrolier pour dégâts, enfin le consortium pétrolier c'est Total, pour dégâts écologiques. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que bon, ça ne concerne pas directement la population, les crises sur place, etc., ACTA ou directement. Donc c'est un peu hors champ par rapport à ce que je veux faire. Mais disons que pour moi, c'est intéressant de garder ça à l'esprit. C'est que c'est une sorte de début de réaction, enfin ça a commencé depuis un certain temps, de réaction de souveraineté du pouvoir kazakh qui voudrait quand même pas voir partir toutes ses réserves. Et il y a un mouvement interne très anti-étrangers. Les étrangers, c'est les pilleurs des biens qui appartiennent au peuple kazakh, etc. etc. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, la posture tout d'un coup écologique qui va apparaître, sachant que le sentiment de dépossession écologique, de problèmes environnementaux est très important au Kazakhstan. Par contre, ça c'est quelque chose hérité de la fin de la période soviétique. Sous Gorbatchev, il y avait un parti très important au Kazakhstan qui s'appelait Nevada Semipalatinsk et qui a demandé dans les dernières années de l'existence de l'URSS, qui demandait l'arrêt des essais nucléaires, la fermeture du polygone de tir de Semipalatinsk, Semey, je vous ai montré tout à l'heure, et en réalité, ce parti a été extrêmement important, était le seul parti qui était avec des Russes et des Kazakhs, qui n'était pas du tout sur des lignes ethniques et nationalistes. Et par contre, le premier président, c'est celui qui est toujours président aujourd'hui, Nazarbayev, c'est la première mesure qu'il a prise quand il est arrivé au pouvoir, il a arrêté les essais nucléaires. De ce fait, ce parti n'a plus de raison d'être et cette opposition-là n'était plus une opposition, tout le monde était content. Vous voyez ce que... Bon. Donc là, on a une sorte de récupération de l'écologie par l'État, donc il n'y a pas d'opposition écologiste dans ce pays. Et du coup, l'État attaque les entreprises étrangères. Donc c'est à garder à l'esprit. Des nouvelles problématiques globales qui ont surgi depuis 2011, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Le printemps arabe peut-il survenir en Asie centrale? Ça, c'est la question que tout le monde s'est posée, sauf sur place. Parce que sur place, ils n'ont pas été très au courant du printemps arabe. L'avenir des relations entre le Kazakhstan et la Russie depuis l'annexion de la Crimée. Ça, c'est sûr que ça a jeté un très grand froid entre les deux pays. Et donc, c'est très compliqué. D'autant que la situation économique défavorable en Russie, à cause des sanctions de l'Union européenne, qui a provoqué la dévaluation du rouble, a impacté l'économie kazakh, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises russes au Kazakhstan. Les deux économies sont très liées, malgré ce qu'on pense, etc. Et on s'en est aperçu encore plus à cette occasion. Donc il y a eu une énorme dévaluation de la monnaie nationale kazakh l'année dernière. Et là, aujourd'hui, il y en a une espèce de dévaluation qui ne dit pas son nom, mais qui est assez présente aussi. Et l'entrée du dernier pays en date, le 1er mai 2015, donc il y a 3 semaines, l'entrée du Kyrgyzstan dans l'Union économique eurasiatique. Tous mes étudiants de master... à Almaty, dont je reviens, tous écrits sur leur copie, c'est une catastrophe pour le Kazakhstan, ça va faire des chômeurs de plus, ils sont pauvres les Kirghizes, etc. Donc c'est pas la joie. Voilà. Et en plus de ça, les nouvelles par rapport au militantisme de Daesh, donc l'État islamique qui s'infiltre en Asie centrale, et apparemment il serait même déjà arrivé au Kazakhstan. Asie centrale, future étape de Daesh, et le sud du Kazakhstan qui est pas spécialement pétrolier, mais qui est habité par des Ouzbeks depuis l'aube des temps, avant que les frontières ne se dessinent,
Et ces Ouzbeks sont plus religieux que les Kazakhs, a priori, et donc du coup, ça fait par capillarité, ça monte comme ça. D'Ouzbékistan, d'Afghanistan à l'Ouzbékistan, d'Ouzbékistan au sud du Kazakhstan par les Ouzbeks, et une fois que c'est infiltré là, ça passe au Kazakh. 10 000 jeunes militants islamistes sont prêts à lutter contre le gouvernement kazakh, d'après une source proche du KNB. Est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que c'est de l'intox? Je ne peux même pas vous répondre. Voilà. Par contre, les États d'Asie centrale commencent à lutter globalement contre le risque islamiste, et ça fait longtemps qu'ils le font. En Ouzbékistan, ça fait très longtemps que la barbe a été rasée carrément sur place. On arrêtait les gens, leur raser la barbe gratis. Les femmes à l'université devaient enlever leur foulard, etc. Et là, j'ai trouvé une petite blague en ouzbek. Donc ça, c'est en Ouzbékistan. Par contre, aux dernières nouvelles, ça c'est une information véridique que je tiens d'une de mes étudiantes qui est militaire et qui a travaillé au Tadjikistan et en Afghanistan. Elle m'a dit qu'il y a 2 ans par là, le gouvernement tadjik avait interdit le costume religieux pour les hommes et les femmes. Donc les hommes à l'université, les étudiants doivent être en costard-cravate, et les femmes doivent être en tailleur avec jupe aux genoux et talons de 10 cm. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est le seul pays comme ça, mis à part le Kazakhstan, là où j'ai vu les cérémonies du 9 mai, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un bataillon de femmes qui était devant la tombe du soldat inconnu à Almaty. Et là, il y avait des femmes, ils se sont un peu trompés, ils ont fait un costume d'apparat qui ressemble plus au costume de majorette. Donc jupe courte, pas courte, mini-jupe et bottes blanches. Mini-jupe bleu pétrole, bottes blanches, ça c'était les militaires, le bataillon féminin de l'armée, j'allais dire soviétique, non, kazakh. Voilà, donc chaque pays a inventé un système pour lutter contre... Mais on n'est pas rendu quand même. Voilà, donc pour terminer, je reprends les chercheurs potentiellement impliqués dans cette équipe. Donc, une de mes collaboratrices qui est sociologue, donc on est toutes les deux sur les sciences humaines. Et puis le reste ensuite, professeur de santé publique, psychiatrie catastrophe, qui était d'accord pour participer éventuellement à une mission sur place. Et ensuite expert, mon coordinateur de terrain, qui lui connaît bien le maire et qui a déjà fait des conférences à Aktau. Il a organisé des choses à Aktau. Et donc il peut obtenir un rendez-vous déjà avec le gouverneur de la ville et de faire comprendre ce que c'est le projet, parce que sinon c'est même pas la peine. Moi toute seule j'arrive, je débarque, je suis l'espionne de service, c'est terminé, l'affaire est entendue, je repars tout de suite. Et Didier Chodek est un de mes anciens étudiants, un très bon politologue qui travaille sur l'Asie centrale, le Pakistan, l'Afghanistan, risque terrorisme, etc. Donc il pourrait venir un peu tâter le terrain là-dessus. Et sur place, il y a quand même un jeune qui a monté un site Risque KZ. Et donc ça veut dire que les jeunes sont ont été formés aux États-Unis ou ailleurs, donc ils sont tout à fait conscients qu'il faut travailler sur ce genre de choses. Donc c'est dans sur ce site internet que j'ai trouvé la publication du livre. Donc c'est lui, en fait, j'avais la réponse, c'est ce site-là qui l'a fait, celui. Donc c'est une commande de ce politologue, de ce jeune politologue qui a eu l'idée de faire ce livre. Donc par contre, je vais essayer de l'avoir, ce livre, pour voir ce qu'il y a dedans. Les disciplines qui participent à l'étude, évidemment, tout ça, géographie, sciences politiques, santé publique et autres choses. Et les premiers éléments méthodologiques, il faut croiser, c'est sûr. Identifier les acteurs, ça c'est... Et en amont de ce que je n'ai pas mis sur la diapo, effectivement, il y a une préparation du terrain qui demande beaucoup de soins et de se faire représenter. Alors, il se trouve que
j'ai la chance d'avoir été filmée dans une série très populaire qui passe sur la télévision kazakh, sur ces Français qui s'intéressent au Kazakhstan et les couples mixtes en France mariés à des Kazakhs et des Français, etc. Bon. Et donc pendant 1 heure, ils sont venus au Lanzo, dans les salons, et j'ai expliqué des tas de choses. Donc les gens me connaissent en fait. Il y a des gens qui m'ont vu. Et ça, c'est très important, parce que sinon, c'est même pas la peine. Faut qu'ils comprennent que j'arrive avec des bonnes intentions. J'arrive pas pour provoquer ces risques-là et provoquer ces catastrophes. Parce qu'effectivement, la première idée, ça serait on vient pour mettre le bazar. Hein. Donc c'est un peu... disons que c'est vraiment un peu difficile. Je ne sais pas si d'autres parmi vous ont des sujets ou des terrains un peu comme ça, complexes. Mais là, on ne peut pas débarquer comme ça en disant c'est mon terrain, voilà, je fais ça. Voilà. C'est pluridisciplinaire, c'est innovant, etc. Mais c'est pas facile du tout de trouver les interlocuteurs et la façon de rester sur le terrain, de ne pas se faire éjecter tout de suite. Donc j'ai mis quelques éléments de bibliographie, sachant que c'est tout à fait... un puits sans fond malgré tout, parce que si on commence à croiser tous les risques, et à mettre tous les risques les uns avec les autres, voilà. Voilà.